Chers amis, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Euh, je suis le président de la Fondation Robert Schuman et je remercie infiniment ECFR, European Council on Foreign Relations, de bien vouloir accepter de participer à notre dialogue aujourd'hui. Nous avons l'immense honneur et la grande chance d'accueillir des invités prestigieux qui vont débattre avec nous aujourd'hui de la coopération franco-allemande dans le domaine des industries de défense. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'amiral Rogel, qui jusqu'à l'année dernière était le chef d'état-major particulier du président Macron, après avoir connu une carrière militaire très prestigieuse, comme chef d'état-major de la marine notamment. Nous avons aussi Madame Françoise Grossetête, qui a passé 25 ans au Parlement européen et dont l'un des derniers travaux a été le rapport sur le Fonds européen de défense, question dont elle est une spécialiste reconnue. Et nous avons le privilège d'avoir du côté de nos amis allemands Monsieur Hans-Christoph Hatspoden, qui est le directeur général du groupement des industries allemandes de la défense, et Matthias Warter, qui va nous rejoindre, je l'espère, qui est le directeur général de New Space Initiative, chef du département de coopération internationale de la Fédération des industries allemandes. Et donc, nous avons aussi la joie d'avoir avec nous Ulrike Frank de ICFR qui va animer notre débat. Il est très important pour nous, pas seulement parce que nous sommes sous présidence française, de pouvoir échanger sur un mode franco-allemand sur l'un des sujets majeurs des mois qui viennent, puisque plusieurs programmes de coopération entre la France et l'Allemagne sont en cours, d'autres sont imaginés, et on voit bien combien l'agenda géopolitique s'impose à l'Union européenne. Il exige à la fois des réflexions communes, elles sont largement engagées, devraient aboutir au mois de mars dans un Conseil européen spécialement consacré aux questions de défense, qui devrait adopter la boussole stratégique, une stratégie renouvelée pour l'Union européenne, mais aussi parce que, vous le savez, du côté du président français, il y a aussi une forte volonté qui a trouvé un écho très favorable et très positif du côté allemand, que ce soit au Bundestag ou au gouvernement, pour développer des coopérations plus efficaces, plus concrètes, qui ne sont pas toujours faciles, évidemment, tant la culture de nos économies sont un peu différentes. Il est très important pour nos partenaires allemands de pouvoir bien calibrer les questions industrielles, pendant que les Français sont souvent entraînés à de grandes réflexions géopolitiques qui sont, reconnaissons-le aussi, d'actualité à ce jour. Et donc, c'est une raison pour laquelle la Fondation Robert Schuman se réjouit de pouvoir avoir cet échange avec ICFA et ses éminentes personnalités. Je vais tout de suite demander à Ulrike Frank de prendre la parole et de bien vouloir, si elle l'accepte, animer cette discussion que nous allons tous suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup und einen wunderschönen guten Nachmittag auch von Bonjour à toutes et à tous de ma part. Bienvenue à ce séminaire, ce débat sur la coopération franco-allemande en matière de défense et de défense européenne et d'industrie européenne de défense. Je m'appelle Ulrike Frank, je travaille à l'ECFR à Berlin et je me réjouis de cette coopération avec la Fondation Robert Schuman. Je travaille beaucoup sur les questions de coopération européenne en matière de défense et je me réjouis donc particulièrement de nos débats. Je vais faire ma modération en allemand. Vous pouvez intervenir dans la langue de votre choix et vous disposez d'une interprétation pour pouvoir comprendre l'ensemble des propos. Les 4 intervenants ont été déjà présentés, donc je ne vais pas le refaire. Quelques mots peut-être
parce que je me demande si c'est un avis partagé par nos intervenants. Il me semble qu'il y a finalement assez peu de sujets sur lesquels les visions des choses diffèrent autant que sur la coopération franco-allemande en matière d'industrie de défense. J'ai le sentiment que selon les personnes avec qui l'on parle, soit on considère que c'est une énorme réussite de puissances qui, pendant des siècles, ont été ennemies sur le continent européen, se retrouvent, développent ensemble des technologies qui sont meilleures, plus efficaces et moins chères au plan européen que si on le faisait chacun de son côté. Donc une grande réussite. Et d'autres considèrent que c'est relativement quand même une catastrophe, que ça tire à U et à Dia, qu'il y a des malentendus permanents, que chacun a l'impression que c'est l'autre qui récupère la plus grande part du gâteau. J'ai entendu, moi, ces deux points de vue d'une manière générale, mais aussi plus spécifiquement en ce qui concerne la coopération actuelle sur le SCAF, sur le MGCS, le système de combat au sol, le char qui doit être développé conjointement notamment avec l'Espagne. Et nous allons essayer aujourd'hui de jeter un peu de lumière sur l'ensemble de ces programmes de coopération et de sortir peut-être de ces points de vue extrêmes qui consistent à dire que c'est formidable ou que rien ne marche et essayer de voir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau en coulisses. Donc, j'entre dans le vif du débat avec nos intervenants. Peut-être que nous pouvons alterner français-allemand, français-allemand. Et je propose donc de commencer par les propos liminaires de l'amiral Bernard Rogel, qui va pouvoir nous donner son point de vue sur le fonctionnement de cette coopération franco-allemande en matière industrielle dans le domaine de la défense. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, quels sont les pièges, quelles sont les difficultés, quelle est votre expérience. Vous avez été extrêmement impliqué dans ce domaine, donc j'attends avec beaucoup d'intérêt vos premières réflexions en la matière. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, au cours des 4 dernières années, et en vérité, devrais-je dire, au cours des 20 dernières années, puisque j'ai eu la chance de m'occuper des opérations interarmées, beaucoup avec mes amis allemands, puis comme chef d'état-major de la marine, dans une relation exceptionnelle avec l'amiral Axel Schiff, qui commandait la marine allemande, et ensuite, dans ces 4 dernières années, auprès du président de la République, et particulièrement impliqué dans la coopération franco-allemande pour les sujets que vous venez d'évoquer. Alors moi, je suis au milieu du gué que vous venez d'évoquer. Pardon pour l'expression, pour les interprètes, si elle est difficile, mais en tout cas, c'est à la fois, je suis un Européen convaincu, un Franco-Allemand tout aussi convaincu, mais en même temps, on ne peut pas se cacher les difficultés qu'on a, qui sont des difficultés, je pense, qui sont d'ordre national. On pourra parler du SCAF et du MGGS, qui ont des exemples, mais je crois qu'il faut passer outre ces difficultés. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans un débat uniquement technique. Il faut qu'on soit dans un débat stratégique. Et en réalité, la question qui se pose aujourd'hui, en particulier au couple franco-allemand, qui est un moteur européen reconnu et dans lequel je crois beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir. Et c'est la question fondamentale. Donc, je suis prêt à répondre ensuite dans le débat aux questions techniques et pourquoi on a l'impression, certains ont l'impression que faire de la coopération, ça ralentit les programmes plutôt les accélérer. Pourquoi c'est compliqué de relier les industriels entre eux, pourquoi c'est compliqué de vouloir chacun défendre ses bassins d'emploi, qui est aussi un privilège national. Mais je crois qu'il ne faut pas détacher ça, parce que sinon on se noiera assez vite de la situation géostratégique. La situation stratégique du monde aujourd'hui, quelle est-elle ? Je crois, pour ma part, l'observation de ces 20 dernières années à des postes de responsabilité dans les armées françaises et auprès du président de la République, que le modèle qui avait structuré les relations internationales et donc les relations franco-allemandes à l'issue de la guerre froide, ce modèle-là, il est derrière nous aujourd'hui. C'est un nouveau modèle stratégique qui se pose à nous dans le monde.
Ce modèle stratégique, je vous rassure, je suis capable d'en parler pendant 1 heure, mais je vais essayer de le faire dans le temps qui m'est imparti. C'est un exercice qu'on a fait d'ailleurs hier avec Jean-Dominique Giuliani dans un autre lieu. Mais en tout cas, les grandes caractéristiques de ce monde, moi je vois 5 ruptures majeures. La première rupture, c'est le retour des stratégies de puissance. On le voit bien aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce que ce sont des valeurs auxquelles on croit, les valeurs de dialogue s'effacent devant le rapport de force. Les exemples, même à nos frontières, sont importants. On l'a vu au cours des dernières années, on le voit encore aujourd'hui aux frontières de l'Ukraine. Donc on voit que ce rapport de force et cette politique de fait accompli est en train de prendre le pas sur le dialogue. Et en tout cas, s'il y a un grand succès de l'Europe à souligner, c'est bien notre capacité à valoriser le dialogue et à demander le respect du droit international. Et je crois que nous ne sommes pas dans cette politique de rapport de force et c'est heureux. Mais en tout cas, le monde est bâti comme ça aujourd'hui. La deuxième rupture, c'est les conséquences de la mondialisation. Aujourd'hui, nos sociétés sont traversées par des flux cyber, maritimes, spatiaux, qui sont autant d'artères vitales pour nos sociétés. Alors, ce n'est pas un hasard si je cite le cyber et le spatial, parce qu'en fait, c'est la liberté de circulation des biens et des données, mais c'est quelque chose qu'on devra aussi prendre en compte pour l'avenir. Les conséquences de la mondialisation, c'est aussi un certain flou dans les notions de souveraineté et de propriété. On voit aujourd'hui, il y a 50 ans, l'État allemand possédait ses entreprises, l'État français possédait ses entreprises. Aujourd'hui, parfois, c'est mêlé, si encore avec les Français et les Allemands, mais on voit des fonds chinois, on voit des fonds américains, etc. Donc, si j'osais un rapprochement avec Clausewitz, je dirais que on est en train de remplacer le brouillard de la guerre par le brouillard stratégique, avec les conséquences de la mondialisation. La troisième rupture, qui est importante pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est la fulgurance technologique. On est bien obligé de reconnaître que de nouvelles technologies sont en train de se mettre en place. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la 5G, je pense à la physique quantique, etc. Et que ce qui était jusqu'à maintenant une dominance occidentale sur ces technologies nouvelles, je me rappelle qu'au cours du siècle passé, nous avons inventé l'électricité, la machine à vapeur et Internet, mais on voit aujourd'hui que quand on parle des sujets que je viens d'évoquer, la 5G, la mécanique quantique et l'intelligence artificielle, on est en concurrence avec le continent asiatique. Donc, il y a là aussi une redistribution de la puissance technologique qu'on doit prendre en compte. Le quatrième point, qui vous paraît peut-être surprenant, mais c'est l'entrée dans l'âge, ce que j'appelle l'âge de l'impatience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui sont extrêmement court-termistes. Or, les sujets dont on parle, ce sont des sujets du temps long. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une conférence que lorsque nous avons décidé en France de lancer notre nouveau sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Suffren, on a commencé les études en 90 et que ce bâtiment vient d'être mis à la mer dans les années 2020 et qu'il a une durée de vie espérée de 30 ans. Donc on voit qu'un programme d'armement, je le dis volontairement en pensant au SCAF et au MGGS et à ce que vous avez dit en préambule, un programme d'armement, nous sommes dans le temps long. 60 ans pour un sous-marin, c'est 12 quinquennats en France. Ça veut dire 12 possibilités d'avoir des changements de direction politique. Donc ça veut dire qu'il faut franchir cet âge de la patience pour les sujets dont nous parlons, qui sont des sujets qui intéressent nos sociétés, mais des sociétés qui sont dans le court terme, alors que nos politiques doivent être dans le long terme. Et puis la cinquième rupture, c'est ce que j'appellerais l'hybridité de la conflictualité, c'est-à-dire l'emploi de moyens sous le seuil de conflit, mais qui sont de plus en plus nombreux. Les manipulations de l'information en sont une partie, les tentatives d'intrusion dans les processus démocratiques en ont une autre, mais ça peut être aussi l'observation des câbles sous-marins, ça peut être l'emploi de mercenaires qui déresponsabilisent les États, enfin, etc. Donc on a un monde stratégique qui est en train de se bouleverser. Alors la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre destin?
Est-ce qu'on veut un destin purement national? On voit dans tous les débats, politiques aujourd'hui qu'une partie de notre population, quel que soit le pays, aspire à ce destin national, ou bien est-ce qu'on veut un destin européen? Moi, je suis un tenant de la deuxième partie, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas seul en national, quelles que soient nos qualités, quelles que soient les qualités de l'industrie allemande, quelles que soient les qualités de l'industrie française ou d'autres réputées, que je pense à l'Espagne et aux Italiens, et tous les autres pays en réalité, chacun dans ses compétences. Mais en tout cas, on a une vraie question à se poser sur qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre destin? Et c'est la question que nos concitoyens nous adressent aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? Et ça répond un peu à ce que vous disiez en entrée. Est-ce que finalement, l'Europe nous propose mieux que notre nation? Et c'est une question qu'il ne faut pas éluder et qui sera posée, et ce qui nous impose un devoir d'excellence. Alors, je parle là au niveau politique, mais un devoir d'excellence dans la réussite de cette coopération. Donc, alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que si on veut se mêler à la lutte technologique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, essentiellement, je pense que si on veut se mêler à cette lutte technologique, qui sera importante, parce que c'est elle qui va déterminer les normes et les standards à venir dans la technologie. Donc, si on veut se mêler à ça, je pense, c'est un avis tout à fait personnel, mais basé sur quelques années d'expérience, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler en européen. Ça n'est pas une découverte. J'entends beaucoup aussi les critiques sur le SCAF et le MGS. Je pourrais y revenir dans les questions parce que j'ai assisté aux entretiens, sans trahir de secret bien sûr, mais j'ai assisté aux entretiens entre la chancelière qui a été très dynamique sur ces sujets-là et le président Macron. En tout cas, il faut qu'on se pose la question de savoir et de dire à nos populations, c'est mieux de faire ça en européen et de répondre à toutes les critiques que vous avez évoquées au départ. C'est plus long, c'est plus cher. Si c'est plus cher, ça pose un petit problème. Mais en tout cas, on doit, pour se mêler à la lutte technologique, avoir cette relation en européen. Encore une fois, seul, je ne crois pas qu'on y arrivera. Alors ça pose et j'en finirai là pour laisser la parole aux autres intervenants, mais ça pose une dernière question sur ce qu'on appelle, d'ailleurs je ne sais plus trop comment il faut l'appeler, parce qu'à chaque fois que je dis un mot, Jean-Dominique Juladi m'explique que je raisonne en français, donc je vais essayer d'être multiculturel en parlant d'autonomie stratégique pour ne pas parler de souveraineté. Alors si ça choque certains, inversé, je suis prêt à parler de souveraineté au lieu d'autonomie stratégique, mais en tout cas ces mots-là qui sont incompréhensibles de nos populations, je crois qu'il faut les remplacer par la maîtrise de notre destin. C'est-à-dire où on veut se positionner, et en termes de souveraineté, en particulier souveraineté technologique, il faut qu'on se pose 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'on veut garder en national? On a des choses qu'on veut garder, chacun d'entre nous en national, pour diverses raisons, pour des raisons d'emploi, pour des raisons d'emploi de bassin d'emploi, pardon, pour des raisons de compétences, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on veut partager en européen? Moi, je suis convaincu qu'on peut partager beaucoup de choses. Et je suis de ceux qui disent, oui, on a des difficultés, mais ces difficultés, on doit les résoudre au niveau politique d'abord, pour mettre des impulsions et arriver à partager. Donc, première question, qu'est-ce qu'on veut garder en national? Deuxième question, qu'est-ce qu'on veut partager en européen? Et la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on veut déléguer aux autres? Le pire serait qu'on ne se pose pas ces questions et qu'on se réveille un beau matin en disant flûte, on a loupé le tournant technologique et on est dépendant. Notre seule alternative, c'est de nous aligner sur l'un ou sur l'autre. Donc je crois qu'il faut avoir cette conscience, mais ça passe par une prise de conscience européenne tout d'abord. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'on se pose des questions sur les normes et les standards. Je crois qu'il n'est pas inéluctable que ce soit les autres qui nous imposent les normes et les standards. Je crois que l'Europe a des compétences. L'Allemagne, que je connais bien, a d'énormes compétences. Je crois qu'il faut en profiter. Il faut en profiter dans les sujets que j'ai évoqués, les sujets de défense, les sujets spatiaux, les sujets cyber et tous ces sujets-là. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est convaincu, qui ne sera jamais prêt à baisser les bras de la coopération franco-allemande. Je crois qu'il faut se rappeler d'où on vient dans notre histoire. Il faut reconnaître que l'Europe a été bâtie comme un instrument de paix sur le continent européen.
tout d'abord, ça a été ensuite bâti comme un grand marché commun, mais je crois que maintenant, avec la situation géostratégique que je viens d'évoquer, il faut qu'on se pose ces questions-là. Il faut qu'on se pose les questions que je viens d'évoquer, sinon nous serons condamnés à subir. Or, je ne crois pas que le destin européen, ça soit de subir. Voilà ce que je voulais dire en préliminaire. Bien sûr, je serai prêt à répondre à des questions plus précises par la suite. Fantastisch. Ganz vielen Dank, Herr. Formidable. Merci beaucoup, Amiral. Je suis également très heureuse qu'au cours des 10 premières minutes, nous ayons déjà évoqué la souveraineté stratégique, l'autonomie stratégique. Je pense que tel qu'on comprend aujourd'hui les choses, les Français préfèrent parler d'autonomie et les Allemands de souveraineté. Mais moi, je plaiderais pour dire que le concept derrière est relativement proche. Alors, il y a déjà beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous nous avez dit et je serais ravi de réagir par la suite pour savoir dans quelle mesure les partenaires français et allemands peuvent coopérer ou coopèrent sur ces questions stratégiques parce que vous le demandiez, qu'est-ce que nous voulons au plan stratégique? Et donc, j'aimerais effectivement que nous discutions de savoir si nous voulions effectivement la même chose au plan stratégique. Mais j'aimerais maintenant avoir le regard de l'industrie. Et je suis heureux que nous puissions avoir parmi nous Hans-Christoph Aspodin, qui représente, si je peux le dire ainsi, le groupement des industries allemandes de sécurité et de défense. Donc, question similaire à celle posée à l'amiral, dans quelle mesure considérez-vous que la coopération franco-allemande fonctionne dans ce domaine? Peut-être que vous voudrez aborder certains éléments qui ont été abordés, notamment la question du court-termisme, des développements technologiques et l'ensemble de ces questions. En tout cas, vous avez la parole, Monsieur Aspodin. Merci, Madame Frank, mesdames et messieurs. Je salue chaleureusement l'ensemble des participantes et des participants et je remercie les organisateurs de cette invitation. L'amiral Rogel a déjà replacé clairement les choses dans le débat géostratégique qui impose une logique absolue de coopération en matière de projets d'armement. Cette logique, elle est indiscutable. Et je crois que lorsque l'on se demande quels sont dans la relation franco-allemande en matière de coopération, quels sont les intérêts communs et quels sont les points sur lesquels nous divergeons éventuellement. J'ai essayé de structurer un petit peu les choses dans ma tête et je commencerai par évoquer les points communs. Je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est un véritable atout, le fait que entre nos gouvernements, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons de la plus haute actualité, il y a une volonté politique extrêmement forte de faire avancer les choses dans ce domaine de la défense et de l'industrie de l'armement, d'avancer. Je crois que ça, c'est un atout réel parce que sans cette volonté politique, on peut envisager toutes sortes de projets de coopération, mais ils sont condamnés à l'échec sur leurs difficultés internes. Donc, il faut que les gouvernements soient à l'initiative, et les projets actuels sont un bon exemple qui montre que cette volonté politique, il faut toujours, encore et toujours s'en servir. Deuxième point, et c'est un exemple qui nous occupe beaucoup en ce moment, nous travaillons aussi de manière très étroite en coopération sur les bases de notre industrie. Notre intention, c'est que dans l'ensemble de l'Europe, mais déjà entre nos deux pays, du fait notamment du Green Deal, du pacte vert, les finances mises à disposition par les banques, les instituts financiers se raréfient, les banques refusent des garanties bancaires à des fournisseurs de la Bundeswehr parce qu'il s'agit de questions d'armement. Et je sais par mes collègues en France que ce n'est pas un sujet seulement qui préoccupe les Allemands, c'est aussi une question qui se pose en France. Et donc, je me réjouis que nous puissions travailler sur la coopération sur les valeurs fondamentales, que nous puissions défendre ensemble ces valeurs fondamentales communes que nous avons. Et ça, c'est également un autre atout. Sur les questions fondamentales, nous sommes d'accord, nous allons dans le même sens. En ce qui concerne les programmes, bon,
tout dépend des intentions des forces armées par rapport aux différents programmes pour voir si on arrive véritablement à des programmes communs avec des spécifications communes. J'y reviendrai. Ça dépend aussi un petit peu des structures industrielles qui prévalent dans les deux pays. Il y a des domaines dans lesquels nous disposons de structures qui sont tout à fait appropriées à être utilisées de manière complémentaire les unes des autres. C'est notamment le cas de tout ce qui est les aéronefs, donc le SCAF. Il y a d'autres domaines, d'autres structures dans lesquelles les choses sont moins évidentes et on peut rencontrer des difficultés sur les projets qui relèvent de ces autres structures. Et puis, il y a des domaines dans lesquels ça ne se présente pas du tout très bien. Par exemple, dans les chantiers navals, où on voit que sur les marchés mondiaux, la concurrence est très rude et nous n'envisageons pas de projets communs autour de nos clients. Donc, là, on voit qu'il est difficile de s'installer dans des programmes communs. Donc, ça m'amène à parler aussi de ce qui nous distingue, il faut le voir aussi. Et je crois que ces différences entre nous, il faut d'abord bien les reconnaître, il faut les respecter, se respecter mutuellement, et à partir de là, en tirer des enseignements, apprendre à gérer ces différences et peut-être, qui sait, à en faire un outil pour parvenir à des solutions de consensus conjointes. Bon, ça rejoint la question souvent abordée de la différence de culture, notamment autour du rapport aux forces armées. L'histoire allemande fait que nous avons une gestion différente de ces questions que ce qui peut être le cas en France. Mais il y a aussi un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons délibérément choisi des stratégies différentes. Par exemple, le recours à l'exportation des armements en France. L'exportation d'armements fait partie de la stratégie nationale. La revue stratégique prévoit de promouvoir les exportations d'armements, non seulement pour la politique étrangère et de sécurité, mais aussi pour pouvoir doter nos propres forces armées de matériaux concurrentiels, compétitifs. En Allemagne, on voit les choses différemment. On est beaucoup plus réticent sur les exportations d'armements. L'amiral Rogel a déjà évoqué les technologies souveraines qui relèvent d'intérêts nationaux que l'on retrouve dans les points de départ de l'industrie aussi. Il y a de bonnes raisons à ces souverainetés, il faut le respecter de part et d'autre, mais je crois qu'aucun de nos deux pays ne dit que dans les domaines des technologies souveraines, nous ne voulons pas coopérer, pas du tout. Les deux, l'un et l'autre disent que nous voulons coopérer, mais en fonction de règles du jeu bien précises qu'il convient de définir ensemble et qui doivent là aussi tenir compte du point de vue spécifique de l'autre sur ces technologies souveraines. Et puis, au final, il y a aussi les intérêts industriels. Je crois qu'en France et en Allemagne, nous avons sans aucun doute les industries d'armement les plus fortes de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de nier la puissance des industries d'armement dans les autres pays de l'Union européenne, mais disons que les bases industrielles françaises et allemandes en matière d'armement sont très fortes. Et puis, je crois que c'est aussi mon rôle de le dire, il y a aussi des intérêts industriels très clairs qui doivent être pris en compte. Et je le disais d'entrée, il y a heureusement une volonté politique entre nos deux pays, nos deux gouvernements pour mettre en œuvre cette coopération. Je dois dire dans le même temps que les intérêts des industriels, les intérêts de l'industrie, et dans le cas de l'industrie allemande, ce sont des entreprises industrielles privées, ces intérêts doivent également être pris en compte et pris en considération. Et ces intérêts portent notamment sur le fait que on va pouvoir poursuivre sur la voie de certains projets qui ont déjà bien réussi. Il ne faut pas sans nécessité pour des simples raisons de considération économique ou de concurrence ou pour ne pas nuire à l'autre, prendre en compte des éléments qui pourraient être dommageables à l'ensemble de nos projets de coopération.
Je donne un exemple parce que moi, je viens de la construction navale. Il y a en Europe une grande famille de sous-marins conventionnels de provenance allemande. La France, on le sait, n'utilise pas de sous-marins conventionnels, mais est en train de faire la promotion de ces sous-marins conventionnels pour essayer de leur trouver de nouveaux clients à travers l'Europe. Et ça, bien sûr, pour l'industrie allemande, c'est un point sensible. Ça ne s'inscrit pas dans le sens d'une approche globale qui vise à réduire globalement en Europe le nombre des systèmes des différentes forces armées. Donc, voilà, il faut prendre en compte un petit peu les intérêts respectifs des uns et des autres. Alors, la question qui est posée par notre réunion d'aujourd'hui, c'est de savoir si la coopération franco-allemande dans le domaine de l'industrie européenne de la défense peut être un modèle. Je suis convaincu qu'elle peut l'être. Je crois aussi que ce modèle, nous pouvons l'étendre à d'autres partenaires. On l'a déjà fait dans le cadre de l'accord complémentaire au traité d'Aix-la-Chapelle sur la question délicate des contrôles d'exportation. Nous l'avons fait, nous avons élargi les projets à l'Espagne, donc c'est possible. Et pour conclure, je voudrais dire que je suis convaincu, nous sommes convaincus que cette approche, et notre ministère de la Défense voit les choses de la même façon, cette approche qui consiste à partir d'une coopération bilatérale ou trilatérale qui suit une logique très particulière puisque les clients veulent avoir des produits communs avec une volonté politique très claire qui permet de veiller à ce que ces projets conservent des spécifications communes. Et puis, il veille aussi à éloigner les obstacles politiques qui pourraient se poser, notamment sur les questions de contrôle des exportations. Je pense que c'est un bon modèle et c'est peut-être un modèle préférable à celui qui consisterait à se réunir à d'autres forces, par exemple dans le cadre de programmes européens de défense qui pourraient éventuellement même être plus ou moins guidé par les priorités de la Commission pour répondre à des besoins de soutien régional ou de renforcement de telle ou telle compétence affaiblie dans telle ou telle région d'Europe. Ça ne peut pas être ça la solution. Moi, je suis depuis toujours convaincu, et c'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une stratégie de coopération pour cette coopération, et cette stratégie, elle doit partir des plus forts en Europe, c'est-à-dire pour le moment la France et l'Allemagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hatspodine. Je crois que nous avons là déjà une transition formidable à l'intervention de Françoise Grossetête, députée européenne, et qui gère donc aussi ces questions, qui a fait beaucoup de choses en matière de coopération dans l'industrie de défense. Monsieur Hatspodine l'a déjà dit, au sein de l'Union européenne, au cours des dernières années, on a vu se mettre en place des évolutions très intéressantes, la coopération structurée permanente, le fonds de défense, etc. Beaucoup de choses ont été introduites, mises en place et elles continuent lentement de se développer. Mais ça m'amène un petit peu à ma question. Est-ce que ça a véritablement un sens de parler spécifiquement de la coopération franco-allemande ou est-ce qu'il faut faire entrer directement dans le jeu la composante européenne sur la question de la souveraineté européenne en intégrant les autres, les 25 autres États membres, ou est-ce que la coopération franco-allemande est un modèle qui peut attirer les autres? Comment voyez-vous les choses, Madame Grossetête? Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier de me permettre de participer à ce débat particulièrement intéressant et puis vraiment d'actualité, puisque dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, nous avons la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Brest qui parle de la boussole stratégique. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Et alors, tout le monde enfin, les intervenants précédents ont insisté sur le fait que nous avions une fenêtre d'opportunité totalement inédite pour parler justement de cette défense et sécurité européenne.
qui est en pleine évolution et qui fait qu'il y a un véritable regain d'intérêt pour cette question-là. Alors, ce regain d'intérêt, on l'a ressenti à partir des événements du Brexit, hein, et puis avec l'élection de Donald Trump, l'élection du président français Emmanuel Macron, très européen, on a bien vu qu'il y avait une réflexion qui se menait sur cette question. Alors oui, le couple, vous m'avez posé une question précise, le couple franco-allemand, c'est bien est obligatoirement la cheville ouvrière de cette relance du sujet de l'Europe de la défense, mais c'est évident qu'on ne peut pas s'arrêter au couple franco-allemand. C'est-à-dire que, et d'ailleurs l'intervenant précédent l'a bien expliqué, il a dit qu'il était important que cette coopération s'appuie sur des États membres forts, donc la France et l'Allemagne, c'est évident, sont directement concernés. Mais lorsque j'ai été rapporteur du Fonds européen de défense, enfin de la première étape du Fonds européen de défense, eh bien, immédiatement, dès que j'ai été nommée rapporteur, comme j'étais française, j'ai réalisé combien il était important de faire oublier ma nationalité française pour rassembler en somme l'ensemble de mes collègues parlementaires des 27 autour de ce projet-là. Et j'ai très bien compris qu'il fallait éviter de montrer que ce Fonds européen de défense n'allait servir que l'industrie allemande et l'industrie française, et que les autres verraient le train passer. Ça, si je n'avais pas compris cela dès le départ, eh bien, je suis persuadée qu'on ne serait pas arrivé à avoir une majorité importante pour soutenir la création de ce fonds. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir participé tout à fait au début de la discussion sur le Fonds européen de défense, participé à une réunion de mon groupe en Estonie et d'avoir eu à répondre à une question du ministre de la Défense de l'Estonie qui me disait « Mais comment voulez-vous que mon pays se sente concerné par ce Fonds européen de défense, etc. » Et là, j'avais répondu que les questions de cybersécurité étaient tellement importantes qu'on n'était plus dans un contexte de guerre comme autrefois, mais que la guerre s'exprimait d'une autre manière, que ce contexte de cybersécurité eh bien justement faisait que l'Estonie, qui est l'un des États membres le plus connecté, le plus à la pointe de la technologie du numérique, pouvait apporter toute sa compétence, son savoir-faire dans ce domaine. Et d'ailleurs, dans les discussions que nous avions eues au Parlement pour la création de ce Fonds européen de défense, beaucoup de mes collègues des autres États membres, de plus petits États membres, ont insisté pour que les PME puissent trouver toute leur place au sein de ce dispositif-là, de ce programme-là, afin que chacun puisse trouver en somme la possibilité de participer. Alors, ceci montre bien que oui, il faut absolument avoir ce moteur qui enclenche quelque chose, parce que rien ne se fait sans la politique et qu'il faut la définition d'une politique stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'industrie européenne de l'armement qui va pouvoir à elle seule créer en somme cette, comment dire, ou répondre, apporter la réponse à ce contexte géopolitique que nous connaissons. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Or, ça n'est pas toujours facile parce que même s'il y a eu donc différentes initiatives depuis 2016 qui sont des initiatives très concrètes permettant d'illustrer en somme cette coopération franco-allemande, on sait, et cela a été exprimé précédemment, qu'il y a des divergences stratégiques qui persistent entre l'Allemagne et la France. Cela a été dit aussi à notre histoire.
à notre culture, puisque en Allemagne, le concept de défense européenne n'est pas vu de la même manière qu'en France. Et ça, on le sait. Donc, il faut bien que chacun fasse l'effort de se rapprocher, tendre la main pour qu'on aboutisse à quelque chose de concret. Les modèles allemands et français de la défense européenne ne sont effectivement pas les mêmes. Alors, je rappellerai aussi que lorsqu'on parle de toute façon de politique industrielle en Europe, cela suscite des rivalités terribles et cela excite les intérêts particuliers de chacun, et entre autres des deux grandes nations, enfin il n'y a pas qu'elles, il y en a d'autres heureusement, mais de ces deux grandes nations industrielles que sont l'Allemagne et la France, et surtout l'Allemagne qui affiche une puissance économique et industrielle particulièrement remarquable. Donc, cela peut créer aussi un problème de manque de confiance entre partenaires européens. Et on le voit bien d'ailleurs dans les discussions qui concernent le SCAF, on voit combien la société Dassault voudrait exercer une maîtrise d'œuvre telle qu'elle est conçue dans le modèle français, et cela n'est pas ressenti de la même manière en Allemagne. Et là, on bute tout de même sur des questions qui sont particulièrement importantes, qu'il faudra quand même résoudre. C'est le problème donc de la maîtrise d'œuvre dans ces projets-là, c'est le problème des exportations, cela a été dit, et c'est vrai que si le Fonds européen de défense est fait pour justement soutenir l'industrie de l'armement européenne afin qu'elle soit plus innovante et plus compétitive, alors on ne comprend pas pourquoi on empêcherait qu'il puisse y avoir des exportations autorisées. Et puis, il y a le problème de la propriété industrielle. Donc, ces questions-là, en somme de maîtrise d'œuvre, d'exportation, de politique de propriété industrielle, sont des sujets qu'on a essayé plus ou moins de traiter, mais qui n'apportent pas les réponses définitives et qui font qu'on assiste à des tensions. Ces tensions sont regrettables parce que même si, comme on l'a dit précédemment, au niveau le plus élevé de l'Allemagne et de la France, nos politiques, nos dirigeants savent qu'il y a obligation de trouver les solutions et de finir par trouver un accord, un consensus, mais nos populations ne comprennent pas toujours les tensions qui peuvent exister. Elles sont souvent relayées, plus ou moins bien d'ailleurs, par les médias, et cela crée des interrogations, des suspicions dans l'esprit de nos concitoyens. C'est regrettable en France, entre autres, sachant que les Français sont toujours quand même assez, comment dire, je ne veux pas dire eurosceptique, heureusement qu'il y a beaucoup de Français profondément européens comme nous tous ici, mais néanmoins s'interroge beaucoup sur cette question de l'indépendance européenne. Alors, la boussole stratégique, eh bien, c'est ce livre blanc qui va apporter les orientations pour la défense et la sécurité d'ici 2030. Moi, je terminerai, pour ne pas être trop longue, en disant que oui, pour répondre à la question initiale que vous m'aviez posée, oui, le couple franco-allemand, c'est un aiguillon absolument nécessaire pour cette défense européenne, mais encore faut-il qu'il y ait cette relation de confiance entre les partenaires, qu'ils soient allemands ou français. Cela veut dire qu'on ne peut pas passer à côté d'une réflexion approfondie de la stratégie et qu'elle soit, non seulement cette réflexion se fasse entre l'Allemagne et la France, mais qu'elle soit élargie
aux 27, parce qu'en réalité, les intérêts des 27 dans le domaine de la défense et de la sécurité, on le sait très bien, ne sont pas les mêmes. Vous avez les pays du Sud qui sont concernés par ce qui se passe en Méditerranée avec la Turquie, vous avez les pays baltes qui, eux, et la Pologne se sentent beaucoup plus concernés par la question russe, et puis la France qui, elle, voudrait avoir une vision beaucoup plus globale et plus élargie. Donc, il faut absolument qu'on avance. Le temps est long, on l'a dit, pour l'industrie de l'armement, donc il faut éviter de perdre trop de temps, mais il y a nécessité de définir d'avoir ce débat stratégique sur la défense et sécurité mené par ce couple franco-allemand, mais élargi aux 27. Ça, c'est absolument indispensable. Merci beaucoup, Madame Grossetête, pour cette vue européenne, je vais dire. Bevor ich weitergebe an Herrn Wachter, Avant de passer la parole à Monsieur Warta, je voudrais rappeler à notre public que vous pouvez bien sûr poser des questions par le chat en tout cas, et peut-être en levant la main, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais en tout cas par le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez réagir ou intervenir à propos de projets de coopération particuliers. Mais tout d'abord, je voudrais que nous entendions M. Warta, qui a écouté les trois intervenants précédents et qui aura peut-être des réactions à ces trois interventions, mais qui souhaite aussi aborder maintenant de manière plus fondamentale la coopération franco-allemande en matière d'industrie. Où vous placez-vous? Est-ce que le verre est à moitié plein, à moitié vide? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Merci pour votre introduction. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Merci à la Fondation Robert Schuman pour cette invitation. Je suis heureux de pouvoir aussi être un représentant des jeunes générations en participant à ce débat. Je crois que c'est extrêmement important. Nous parlons souvent les uns des autres, mais trop rarement les uns avec les autres. Et c'est pourquoi je me réjouis du format de discussion d'aujourd'hui. Et le sujet choisi de la coopération entre la France et l'Allemagne en matière d'industrie de défense. Alors, est-ce que mon verre est à moitié plein ou à moitié vide? Mon verre, il est par définition toujours à moitié plein. Je suis quelqu'un d'optimiste et de positif vis-à-vis de tout projet de coopération. Mais la question essentielle qu'il faut vraiment se poser, c'est que l'on prenne la question de l'autonomie stratégique ou de la souveraineté, quel que soit le nom qu'on lui donne. Est-ce que c'est un sujet que nous prenons au sérieux? Et si nous prenons ce sujet au sérieux et si nous en venons à la conclusion que c'est un sujet important pour l'Europe, eh bien, je pense à ce moment-là que la coopération en matière d'armement est tout à fait inéluctable. Si l'on regarde la carte du monde, si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde autour de nous, on voit une nouvelle rivalité entre les superpuissances États-Unis et Chine, d'une part. Nous voyons également un renforcement de la Russie à l'Est. Nous voyons les conflits actuels dans l'Est de l'Ukraine, au Bélarus, les velléités chinoises. Et les conséquences que l'on doit tirer de ces évolutions, c'est que nous, Européens, si nous ne voulons pas être marginalisés, nous devons coopérer avec nos capacités, nos compétences, nos expertises que nous devons réunir parce que c'est seulement ensemble que nous pourrons discuter d'égal à égal avec ces grands acteurs mondiaux que sont les États-Unis, la Chine, la Russie. Je crois que c'est ça la question fondamentale à laquelle il nous faut répondre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que
au plan technologique, nous voulons également tenir notre rang. On voit que les choses évoluent de manière extrêmement rapide. De nouvelles technologies apparaissent, que ce soit sur l'intelligence artificielle, tout ce qui concerne l'espace, le new space, les nouvelles utilisations de l'espace, les systèmes autonomes. Il se passe énormément de choses. Il y a énormément de choses qui se font aussi très, très vite, à une vitesse fantastique. Et je crois que là aussi, l'Europe doit être présente, doit pouvoir parler d'égal à égal au plan technologique. Et dès lors que nous ne sommes plus sur un pied d'égalité au plan technologique, eh bien, nous ne sommes plus un interlocuteur recherché. Nous ne pouvons plus mettre notre poids dans la balance. Et nous devenons finalement, à ce moment-là, une balle avec laquelle les autres se jouent de nous, comme on le voit pour la 5G notamment. Donc, l'autonomie stratégique, la souveraineté stratégique, si on la prend au sérieux, si on veut être au niveau au plan technologique, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait et comment s'organise la coopération, et en particulier la coopération franco-allemande dans ce domaine. Je crois que nous parlons très souvent des différences qui existent entre nos deux nations. Et bien sûr, ces différences existent. Et elles sont parfois très marquées. Elles peuvent être de nature stratégique, culturelle. Nos industries sont organisées de manière différente également. Mais je crois qu'il ne faut pas considérer ces différences surtout comme un problème, mais les voir davantage comme une chance, une opportunité. On voit que si on regarde l'économie, les entreprises, on voit que celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont le plus misé sur la diversité, avec des capacités diverses, des contextes divers, des équipes diverses. Cela rend plus efficace, plus performant face à la concurrence internationale. C'est toujours plus efficace que de partir tous avec le même point de vue et la même approche. Et donc, ces différences qui existent et qu'il ne faut absolument pas ignorer, nous devons davantage les considérer comme un élément positif. Comment pouvons-nous encore mieux combiner les forces des Français avec les forces des Allemands ? Et je pense que si on regarde les choses sous cet angle-là, les projets de coopération entre nos deux pays peuvent tout à fait être de grandes réussites. Et au-delà des aspects stratégiques, il y a aussi des raisons opérationnelles de coopérer et de mettre en place des projets de coopération en matière d'armement, puisque nos soldats participent ensemble à des opérations, que ce soit en Afghanistan, que ce soit aujourd'hui au Mali. Et donc, il est tout à fait avantageux que nous ayons des équipements identiques ou similaires, interopérables. Et ça, c'est un élément de force également au plan militaire. Et puis, c'est aussi un avantage économique dès lors que l'on a des systèmes communs, développés et acquisitionnés et acquis ensemble. Et bien, ça permet de commander des plus grands nombres de produits et donc de les commander moins cher. C'est important aussi pour le contribuable. Et je crois qu'il ne faut pas du tout ignorer cet aspect-là du débat. Alors bien sûr, face aux grands projets que l'on essaie de lancer en ce moment, il y a des défis qui se présentent. Et ces défis, ils existeront toujours, ils se poseront toujours, mais il faut voir les facettes positives de ces projets, il faut les mettre en avant. Et donc, mon plaidoyer, c'est de dire que nous devons essayer de renforcer nos forces, nos atouts, plutôt que de baser la discussion sur les différences qui nous affaiblissent. Et il faut avoir une approche très réaliste et tenter de ne pas se fixer des objectifs trop irréalistes. Il faut être réaliste. Et à partir de là, je pense que les projets d'armement franco-allemands peuvent être une réussite dans notre intérêt commun. Et ça doit être notre objectif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Warta, pour cette analyse. Alors, j'aurais beaucoup de questions à vous poser à tous les quatre, mais il y a une première question dans le chat et qui, je crois, met le doigt sur la question. La Suède rompt avec les Anglais. Fragezeichen, pré-échec. Die Frage ist eben, wir haben ein Donc, la question
poser, c'est que nous avons un projet franco-germano-espagnol avec le SCAF. Et puis à côté de ça, il y a les Britanniques, les Suédois, les Italiens qui suivent le projet Tempest, qui est finalement assez similaire. Et donc, est-ce que ça veut dire que dès le départ, ces projets sont plus ou moins condamnés à l'échec? Moi, je crois que ça pose en fait 3 questions. D'abord, est-ce qu'en Europe, il y a de la place pour, disons les choses de manière très générale, pour 2 avions de combat? Je sais que c'est bien plus qu'un avion de combat, le SCAF, mais ce serait la première question. Deuxièmement, croyez-vous qu'à moyen terme, peut-être ces 2 projets pourront se réunir? Et puis, ça dissimule aussi la question qui se pose aussi de savoir ce qu'on peut faire des Britanniques. Et peut-être que Mme Grossetête a là eu une analyse. Je viens de Londres, je connais bien le débat sur le Brexit et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons une grande puissance européenne en termes d'industrie militaire qui ne fait plus partie aujourd'hui de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça signifie pour la stratégie européenne? Alors, qui souhaite répondre à ces questions? Le SCAF, avec ou sans Tempest, contre Tempest? Qui souhaite essayer de répondre? Frau Grossetête, Sie sehen so aus, als wollten Sie. Madame Grossetête, vous semblez être prête à vous lancer. Oui, alors je vous remercie. Je ne répondrai pas à des questions trop techniques sur les projets, les différents projets qui existent sur le territoire de l'Union européenne. Vous m'avez posé une question concernant le Royaume-Uni. En réalité, le Royaume-Uni, nous ayant quitté dans le cadre du Brexit, ça a carrément permis de s'affranchir d'un véritable verrou, parce que le Royaume-Uni avait mis en place ce verrou britannique sur la défense européenne et de sécurité. On ne pouvait pas, en tout cas au Parlement, c'était cela, on ne pouvait absolument pas parler de cette question-là, parce que les Britanniques en faisaient véritablement un problème qui était insurmontable. Donc, le Brexit a permis de déclencher, de s'affranchir de ce verrou et ensuite, comme il y a eu l'élection de Donald Trump et puis ensuite bon, le président de la République française, très européen, etc., il y a eu finalement une succession de circonstances qui ont fait qu'on a pu réfléchir à cette question de l'Europe de la défense et de la sécurité en n'ayant plus ce problème des Britanniques présents dans l'Union européenne. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a toujours, on a assisté à cette rivalité entre l'Alliance transatlantique et la défense européenne. Il a fallu assister je ne sais combien de fois pour expliquer qu'il y avait complémentarité, qu'il n'était pas question, bien évidemment, d'aller à l'encontre de l'Alliance transatlantique, mais qu'on voyait bien, du fait des circonstances, que l'Union européenne devait absolument assurer sa propre sécurité, être capable d'assurer en grande partie sa propre sécurité. Alors, on voit que ce n'est pas encore vrai quand on voit ce qui se passe à propos des événements en Ukraine. Alors, y a-t-il place pour 2 avions de combat? Moi, je le regrette. Je pense que j'aimerais qu'on arrive que nos industriels arrivent à s'entendre. On a réussi avec Airbus à une véritable coopération. Et là, je me tourne vers nos spécialistes de l'armement, je n'en suis pas une, bien sûr, en leur disant, mais ne croyez-vous pas qu'il faudrait aller plus loin et ce qu'on a pu réussir dans le cadre d'Airbus, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose pour les avions de combat du même type? Alors moi aussi, vous voyez, je pose une question. Vielen Dank, Herr Azpudin. Und dann gerne Herr Admiral Rögel. Merci, Madame Grossetête. Gut, ich bin jetzt kein
kein Spezialist für Kampfflugzeuge. Das Bon, muss moi, ich je ne gleich. suis pas spécialiste des avions de combat, il faut le dire d'entrée. Peut-être que M. Warta connaîtra mieux que moi l'armée de l'air et ces sujets. Mais je voudrais quand même euh, revenir sur cette question générale. Oui, l'industrie doit se rapprocher, se réunir. Et je rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu une tentative d'Airbus de travailler avec British BAE Systems. Et côté du gouvernement britannique, c'est un projet qui n'a pas été très bien accueilli et c'est sans doute regrettable vu d'aujourd'hui. Mais globalement, c'est un fait que sur ce genre de réflexion structurelle extrêmement sensible, de fusion, de rapprochements internationaux, l'industrie est toujours tributaire de programmes viables de long terme qui soient conjoints aux différents pays concernés. Et je dirais que tant que entre les nations que vous avez évoquées, France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, tant qu'entre ces quatre pays, il n'y a pas de décision commune autour d'un projet d'avion de combat unique, on ne peut pas s'attendre à ce que les industriels réussissent à se réunir. Ce ne serait pas la bonne démarche. Par contre, ce que l'on peut peut-être faire, c'est au plan politique, essayer d'aboutir à un projet. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Ça dépasse largement mes connaissances et mes compétences. Peut-être que l'amiral Rogel reviendra sur un point dans son intervention dans un instant. Je crois que nous devons veiller à ce que, entre le Royaume-Uni d'un côté, qui fait partie des Five Eyes, et d'un autre côté, une Union européenne pilotée par la France et l'Allemagne, il faut veiller à ne pas avoir entre ces deux éléments un fossé de plus en plus profond. Je pense notamment à l'Australie, avec laquelle j'ai également une certaine expérience. Bon, je crois qu'il faut prendre en compte le point de vue stratégique et militaire aussi dans nos réflexions là-dessus. Merci. Oui, je vais tout de suite passer la parole à l'amiral Rogel pour qu'il réagisse. Je partage tout à fait les préoccupations exprimées sur ce fossé géostratégique possible entre une sphère britannique et une sphère européenne. On connaît tout le débat sur les sous-marins australiens, mais bon, peut-être que l'amiral aura une réponse plus spécifique. Écoutez, merci de cette question qui est, à mon avis, fondamentale. J'ai été un des malheureux du Brexit. J'ai eu l'habitude au cours de ma carrière de travailler beaucoup avec les Britanniques et c'est une nation que je respecte beaucoup. Ceci étant, nos amis britanniques ont fait un choix, celui de se retirer de l'Union européenne. Et ce choix, il n'est pas contestable. C'est un choix qui est populaire et souverain. Mais donc, il faut qu'on en tire les conséquences. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, sur la coopération d'armement, notre axe premier doit être celui qui est développé, en particulier sur le SCAF, avec l'Allemagne et avec l'Espagne. Je ne suis pas non plus, je suis plus un spécialiste des sous-marins que de l'aviation de combat, mais il se trouve que dans ma carrière, j'ai été amené à m'occuper de ça. Je crois qu'il faut que la vraie difficulté quand on monte un programme en coopération, c'est d'arriver à se mettre d'accord, et je suis particulièrement d'accord avec ce qui a été dit auparavant, mais il faut qu'on arrive à se mettre d'accord entre quelques nations et le faire sérieusement. Je crains que si on cherche à élargir tout de suite à un grand nombre de nations, les difficultés industrielles, les difficultés de retour sur investissement, si je puis dire, que chaque pays attend, deviennent trop compliquées. Donc je crois qu'il faut, en tout cas dans un premier temps, c'est une conviction personnelle, je crois qu'il faut qu'on continue sur le SCAF et on verra quelles sont les opportunités si un jour on peut se rapprocher ou pas. Néanmoins, je partage, moi je suis, comme M. Wachter, je suis un éternel optimiste. Donc je pense que les Britanniques ne se désintéresseront pas de ce qui se passe en Europe. Ils ne le peuvent pas. Parce que
géographiquement, c'est un pays européen. En tout cas, nous, en France, on a clairement dit qu'on continuerait à avoir des relations sur le plan de la défense et de la sécurité avec le Royaume-Uni. Ce qui est, je rebondis, j'en profite de cette question pour rebondir sur un point. Donc, vous l'avez compris, moi, je pense qu'on arrivera à travailler avec les Britanniques. En tout cas, ce qu'on a lancé aujourd'hui, il ne faut pas trop d'interférences, parce que je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que c'est déjà assez compliqué comme ça. Nous ne lançons pas dans une grande aventure qui serait, à mon avis, trop risquée, je dis bien aujourd'hui encore. Je crois que, pour rebondir sur ce qui a été dit, et ça va aussi dans le sens de la question, et ça a été dit par M. Hatspodian, je crois qu'on a une difficulté fondamentale qui ne vient pas d'ailleurs totalement des industriels, mais plutôt des armées, quand on définit un programme de coopération qui est celui du besoin opérationnel. Je crois qu'il faut qu'on arrive à être meilleur en termes d'expression du besoin opérationnel commun. J'ai en tête un exemple qui est celui du NH-90, l'hélicoptère, où, si je ne me trompe, il y a plus de 20 versions proposées. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Je ne comprends pas que nos armées, qui doivent être interopérables sur le plan de l'Union européenne, qui doivent être interopérables sur le plan de l'OTAN, on en arrive à 20 versions différentes du même hélicoptère. Parce que quand on arrive à ça, alors c'est peut-être 20 ou 18 ou 22, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on fait ça, on casse la logique de la coopération d'armement, en particulier sur le maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire l'entretien commun. Le rêve, ça serait en coopération d'armement d'avoir des appareils et d'avoir des stocks de pièces de rechange communs pour faire des économies. Quand on multiplie les versions, et encore une fois, ce n'est pas la faute des industriels, je suis prêt à prendre en tant qu'ancien militaire ma part du fardeau, mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse à ça également. Sinon, on aura de grosses difficultés. Vielen Dank, Herr Wachter. Sie wollten direkt hierzu was sagen. Merci. Monsieur Wachter, vous souhaitez réagir? Herr Wachter? Monsieur Wachter, vous souhaitez réagir? Oui, merci. Je n'avais pas entendu que vous me donniez la parole. J'aurais voulu ajouter quelques éléments à propos du SCAF et de Tempest et d'éventuelles coopérations. Je crois que, dans un premier temps, il faut bien voir de quoi nous parlons. Nous parlons d'un système d'avions de combat du futur de 6e génération. Alors actuellement, les forces armées européennes ont des avions de 4e et 5e génération. Les Européens, les Allemands, les Français n'ont pas encore construit d'avions de la 5e génération. Avec le SCAF, on passe à la 6e génération. Et je crois que rien que cela, ça montre bien que ça va nécessiter des efforts et des investissements gigantesques. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'aucun pays d'Europe ne peut seul être en mesure de mener à bien un tel projet, de développer un tel système. Tout simplement parce que les coûts, les défis technologiques sont trop importants. Alors, bien sûr, certains pays seraient sans doute en mesure de faire évoluer leurs systèmes actuels. Mais je pense que si l'on veut véritablement faire un grand bond technologique, et je crois que c'est ce qu'il faut faire, eh bien, il me semble qu'on ne peut pas envisager autre chose qu'une coopération. Parce que, je le répète, aucun pays en Europe n'est en mesure seul de développer et de financer un avion de 6e génération. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne un rapprochement avec Tempest, bien sûr, ça aurait des avantages parce qu'on aurait un système avec davantage d'interopérabilité, un plus grand nombre d'exemplaires, donc des économies d'échelle.
Mais d'un autre côté, ça présenterait aussi un certain nombre de défis. Il faudrait partager le gâteau industriel entre davantage d'acteurs. La complexité en serait accrue. Les processus de concertation, de prise de décision seraient complexifiés. Les spécifications militaires, les exigences seraient encore plus diverses. Et donc, je crois qu'il faut envisager de coopérer à partir du moment où toutes les parties impliquées en sont convaincues et surtout à partir du moment où il y a des exigences, des besoins communs, des spécifications communes. Je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est forcer la réalisation de projets communs qui finissent par devenir tellement gros qu'ils ne sont pas gérables. Donc, il y aurait des avantages à un rapprochement entre Tempest et SCAF, mais il y a aussi de bonnes raisons qui plaident à ne pas procéder à ce rapprochement. Et je crois que ce qu'il faut également dire, c'est que avoir une certaine concurrence à l'intérieur de l'Europe, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour pas mal d'acteurs. Ça peut nous donner des ailes, ça peut nous motiver, nous faire avancer. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je crois fondamentalement qu'on peut coopérer sur des projets d'armement sans pour autant devoir faire fusionner l'ensemble des entreprises impliquées. Je crois qu'une des leçons que l'on peut tirer du passé, c'est que si on met la charrue avant les bœufs, si on met la deuxième étape avant la première, ça va générer d'énormes défis. Donc, je crois qu'il faut plaider pour une coopération lorsqu'on a une vision commune, une compréhension commune du dossier, un objectif commun et une base de confiance pour réaliser cet objectif. Et on n'aura pas forcément besoin d'une entreprise pour réaliser un tel projet. Je crois qu'il est tout à fait possible, et il est même souvent utile de pouvoir s'appuyer sur plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres qui vont coopérer sur un projet et pas forcément sur d'autres. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir pour ambition de forcément tout faire toujours ensemble au sein d'une même structure, parce que ça, on serait vite dépassé avec ce genre d'approche. Je vous remercie. Oui, c'est un point important sur cette question des rapprochements et des fusions entre les entreprises. Le débat SCAF contre Tempest n'est sûrement pas arrivé à son terme. Je crois que le mois dernier, il y a eu quand même une avancée des militaires italiens qui ont commencé à dire que l'on pourrait peut-être envisager un rapprochement entre les projets, l'idée ayant été immédiatement rejetée par les protagonistes de Tempest. Donc, je ne vais pas développer cette idée, mais je pense que les choses peuvent encore évoluer et qu'on va sans doute en parler pendant encore pas mal de temps. Le système britannique, suédois, italien devrait être prêt 10 ans avant le SCAF. Ça aussi, il faut voir comment les choses vont évoluer. Il y a des questions dans la discussion que je voudrais reprendre pour aborder un point fondamental. La question que je trouve dans le chat, c'est la question de Jürgen Schnabel. Dans quelle mesure l'analyse différente de la menace en matière de politique de sécurité entre la France et l'Allemagne tournée plus vers l'Est et la France plus vers le Sud, dans quelle mesure cette différence d'analyse freine la coopération en matière d'armement? Je crois que ce que pose cette question, c'est la question plus large de savoir dans quelle mesure l'analyse stratégique ou les différences d'analyse stratégique de notre regard sur le monde, dans quelle mesure cela a une influence sur notre coopération en matière industrielle. Alors, j'aurais peut-être aimé avoir le point de vue de M. Hatspodin sur ces questions, mais l'amiral Rogel aura sans doute également quelque chose à nous dire sur le sujet, ou Mme Grossetête également, parce qu'on en a beaucoup parlé, il faut une stratégie harmonisée. Il y a cette idée de la boussole stratégique, on parle d'un rapprochement des structures stratégiques, mais quelle pertinence ça a lorsqu'on parle de coopération concrète?
Alors bien sûr, l'industrie de défense ne peut pas résoudre les problèmes que la politique ne se sera pas efforcée d'abord de résoudre, mais on comprend bien que pour construire ensemble un blindé, il faut une analyse commune de la situation du monde, et ce serait un petit peu même l'objectif. Monsieur Hatspodian, oui, vous m'avez invité à intervenir, mais j'hésite un petit peu parce que je pense que je préférais lancer la balle à l'amiral Rogel, qui est beaucoup plus pertinent pour en parler que moi en tant que représentant de l'industrie. Donc, en tant que représentant de l'industrie, tout ce que je peux dire, c'est vous faire part d'une observation. Je ne veux pas me m'immiscer dans les discussions entre les gouvernements. Ce que nous observons, c'est que, bien sûr, nous avons des positions de départ un peu différentes. La France dispose d'une force de frappe, pas l'Allemagne. Elle a la protection du bouclier nucléaire américain. Nous avons une situation territoriale également différente entre la France et l'Allemagne. Mais bon, ce sont des choses qui ont pu poser quelques difficultés dans les débats au cours des dernières années, notamment lorsque l'on pense à la définition des concepts simplement. Cette question d'autonomie stratégique, par exemple, qui est un concept plutôt français, que les Allemands traitent, disons, avec un peu de réticence. Alors, est-ce que l'on veut que l'Europe soit renforcée en tant que telle ou au sein de l'OTAN? Et ce que j'observe, c'est ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de rapprochements entre la France et l'Allemagne sur ces questions, parce que tout le monde y a mis de la bonne volonté. Et tout le monde a dit, ce qui importe, c'est que nous renforcions le pilier européen au sein de l'OTAN. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les analyses stratégiques spécifiques de l'un et de l'autre aient un rôle fondamental à jouer sur les décisions de projets de coopération. Je crois que ce qui est essentiel, c'est ce que disait l'amiral Rogel, c'est de savoir si on répond effectivement aux spécifications, aux attentes des forces armées. Est-ce qu'on réussit à les réunir sous un même toit? Et puis ensuite, il y a d'autres sujets, les structures industrielles. Moi, je représente l'industrie, donc je peux en parler. Chaque industrie a ses propres intérêts à défendre. Elle veut aussi que ces intérêts se traduisent dans l'avenir des programmes. Donc, on considère que ce programme, il ne va pas intéresser simplement nos propres forces armées, mais peut aussi intéresser d'autres clients. On pense à cela, on pense aux questions d'exportation d'armement. Tous ces sujets, il faut les aborder, mais ce sont des sujets beaucoup plus pragmatiques et concrets que la question des visions stratégiques différentes qui peuvent exister entre nous. C'est en tout cas mon analyse personnelle. Merci. Amiral Rogel? Oui, merci de me donner la parole. Je crois qu'il serait très exagéré de dire que la France et l'Allemagne ont des visions du monde différentes. Je pense qu'on est vraiment plus sur cette question-là. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, par exemple sur le fait que la France et l'Allemagne ont été très moteurs pour essayer de trouver une solution sur la crise ukrainienne, en particulier via le processus de Minsk. Je pourrais donner un autre exemple avec l'engagement des forces armées allemandes dans le Sahel. Donc on voit bien que enfin moi je trouve que c'est très exagéré d'opposer les visions stratégiques. Je pense qu'on a aujourd'hui, alors je veux témoigner, Monsieur Wachter est le plus jeune, je suis sans doute le plus vieux, donc je pourrais témoigner je dis ça en toute amitié, hein, mais je voudrais témoigner de ce que j'ai vécu moi tout au long de ma carrière. Il y a 30 ans, quand on me conviait à un conseil franco-allemand de sécurité et de défense, j'étais d'une insolence parce que j'étais jeune officier, donc je pouvais me permettre d'être insolent. Et je disais à qui voulait l'entendre, pardonnez-moi, qu'on avait un beau moteur franco-allemand, mais on n'avait pas de roues. Et que donc le véhicule qu'on était en train de monter avançait pas beaucoup. Évidemment, c'était les réflexions d'un jeune officier pas encore tout à fait mature. Mais en tout cas, ce dont je peux témoigner,
c'est qu'aujourd'hui, pour avoir assisté à un certain nombre de conseils franco-allemands de sécurité et de défense, on a quand même beaucoup de points où on se rejoint. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en particulier celui sur la vision du monde. Donc je crois qu'il ne faut pas expliquer que cette différence prétendue de vision du monde est un frein à quoi que ce soit. La vérité, c'est encore une fois, pardonnez-moi d'y revenir, mais c'est la maîtrise de notre destin. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Moi, je partage totalement ce qu'a dit M. Wachter en disant les défis sont tellement énormes qu'on n'y arrivera pas seul. Donc raison de plus pour coopérer, en particulier en franco-allemand. Pas seulement, je suis d'accord avec aussi avec ce qu'a dit Mme Grossetête en disant qu'on ne peut pas apparaître comme les épouvantails de la coopération de défense européenne, parce qu'on peut faire peur aussi à des pays qui ont aussi des compétences. Hein. Vous avez cité les pays baltes sur la cyberdéfense. On a des pays d'Europe centrale qui ont encore des compétences sur les blindés. Donc, mais en tout cas, je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup de points en commun et qu'on est dans une époque où on a une opportunité formidable de valoriser je n'ose même pas dire la défense européenne, je dis notre destin européen commun. On ne peut pas, moi je partage ce qu'a dit M. Wachter sur, on ne peut pas être une balle renvoyée d'un bord et l'autre avec les compétences qu'on a, les compétences économiques, les compétences financières. Nous sommes la première puissance financière et monétaire au monde. Nous avons des capacités technologiques, faisons-les valoir. Je ne crois pas que notre destin est d'être alignés sur les uns ou sur les autres. Une fois que j'ai dit ça, et pour revenir aux questions, je crois qu'on a un vrai besoin, ça aussi c'est mon expérience de ces dernières années, on a un besoin d'éclaircir la sémantique. Quand je fais une conférence, que je parle de capacité d'action autonome des Européens, certains me disent ah ben voilà un raisonnement bien français. Nous, on préfère parler de souveraineté. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Hein. En Allemagne, on m'expliquait qu'il fallait parler d'autonomie stratégique et en France de souveraineté. Donc, je pense qu'on a besoin. Je rappelle d'ailleurs que la plus grande capacité d'action autonome des Européens, c'est quelque chose que nous avons défini ensemble. Si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de Jean-Dominique Giuliani, qui est la Bible européenne, mais c'est quelque chose que nous avons défini dès le Conseil européen de Cologne en 1999, il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Donc, il faut quand même arrêter maintenant de se poser ces questions et il faut éclaircir la sémantique. Je crois qu'on a besoin de ce dialogue pour bien être sûr qu'on parle des mêmes choses. Encore une fois, moi, je ne sais plus quel terme employer, si c'est indépendance, souveraineté, autonomie stratégique, mais en tout cas, il faut qu'on avance sur cette sémantique. Et un point qui a été avancé, je crois aussi qu'il faut arrêter, alors pardon, je vais parler un peu avec mon cœur, mais il faut arrêter ce débat stérile sur l'Union européenne ou l'OTAN. C'est un procès qui est fait aux Français. Pardonnez-moi, nous avons tenu notre rang dans l'OTAN autant que les autres, comme ça a été signalé, nous avons laissé des hommes allemands et français en Afghanistan. Donc, moi, je refuse ce débat. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Ça fait 20 ans que j'entends les Américains me parler de burden sharing. Alors, si l'Union européenne, ce n'est pas un meilleur burden sharing, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut qu'on arrive à expurger ce débat qui nous stérilise totalement. Et nous, on continue à dire, en tout cas, moi, je continue à dire, les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. C'est avec une Europe de la défense forte que l'OTAN sera forte. Les Américains ont fait un pivot indo-pacifique, ce qui ne veut pas dire qu'ils se désintéressent de l'Europe, mais en tout cas, ils nous demandent de prendre notre part dans la sécurité du monde, et c'est ce que nous proposons avec l'Europe de la défense. Donc, il faut, je crois, arrêter ces débats qui n'en finissent plus et qui nous empêchent d'avancer. Pardon, j'ai sans doute parlé trop avec mon cœur et peu en diplomate, mais les gens qui me connaissent bien savent que c'est une de mes caractéristiques.
vielen Dank, Herr Admiral. Und ich muss sagen, also zumindest Merci wir. beaucoup, Amiral. C'est-à-dire que moi, votre discours me parle notamment en ce qui concerne le débat entre l'UE et l'OTAN, mais aussi, c'était la question de départ du chat, le fait que... On ne vous entend pas, monsieur. Vous ne m'entendez Non, pas? le traducteur, parlez dans le micro. Mais je parle dans mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Parfait, Pardon. Pardon. Oui, nous avons un petit souci de traduction qui ne suivait pas. Alors, ce que je disais, c'est que, comme l'amiral, je crois aussi que ce rapprochement entre la France et l'Allemagne, on peut tout à fait l'observer. Et sur les grandes lignes de la stratégie européenne de défense, ce rapprochement, il est très clair, notamment sur la question de la souveraineté stratégique. Il n'y a pas si longtemps, nous avons vu que Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, était aux côtés du président Macron pour parler justement de l'importance de cette coopération en matière de souveraineté européenne. Donc, même s'il y aura toujours des différences, bien sûr, je crois que je ne verrai pas une grande différence, comme elle est posée dans la question, entre l'Allemagne tournée vers l'Est et la France tournée vers le Sud. L'amiral a évoqué les coopérations, notamment au Sahel. Donc, je pense qu'il y a là tout à fait un rapprochement. Nous sommes vraiment arrivés à peu près au terme du temps qui nous était imparti. Donc, je voudrais peut-être donner maintenant directement la parole à Jean-Dominique Giuliani pour lui permettre de conclure. J'aurais eu plein d'autres questions à poser et je ne suis sans doute pas la seule. Donc, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous, les 4 intervenants. Vous avez abordé énormément de points très intéressants et je crois que cette discussion a également montré qu'il n'est pas possible de placer les coopérations en matière de défense et d'industrie de défense dans un vide. Ça s'inscrit toujours dans un débat de politique, de sécurité à l'échelon européen, un débat de géopolitique. Et je crois qu'on a bien vu que tout cela fait un tout. Donc, merci infiniment à vous 4. Et je donne tout de suite la parole à M. Giuliani. Merci beaucoup, cher Ulrike. Merci infiniment à nos 4 panélistes. Beaucoup de sujets ont été évoqués qui mériteraient certainement de refaire une séance. Et si nos auditeurs et téléspectateurs le souhaitent, nous essaierons d'organiser une suite à notre discussion. Beaucoup de sujets ont été abordés. Merci de l'avoir fait d'une manière franche, directe et assez concise, qui permet de bien soulever les problèmes sans toujours apporter, malheureusement, à cause de la brièveté de nos échanges, des réponses. Mais on voit bien que, je crois que l'amiral le disait, et je voudrais terminer sur cette note optimiste, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même n'est jamais au bout du chemin de l'achèvement de son intégration. Mais nous avons beaucoup avancé et lorsqu'on regarde le chemin parcouru, je crois qu'on peut en être fier, que c'est positif pour l'avenir. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. La coopération industrielle est compliquée, elle exige un engagement politique, comme vous l'avez fort bien dit. Elle exige aussi des moyens techniques qui sont difficiles. Je prends un exemple, il y a une société de défense qui est complètement européanisée, qui est maintenant le numéro 2 ou 3 de fabricants de missiles en Europe, MBDA, qui est complètement européanisée. On ne sait pas si elle est britannique, française, allemande ou italienne. C'est un modèle aussi qui peut nous permettre de réfléchir pour l'avenir, choisir les meilleurs industriels pour répondre à des besoins très concrets en tenant compte des contraintes différentes de nos constitutions, de nos lois, de nos opinions publiques. Voilà ce qui nous attend comme tâche. Ce n'est pas une mince tâche, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Et on peut compter sur le chancelier allemand et le président français à la tête du Conseil européen
des conseils européens, je voudrais dire, pour continuer à agiter les idées dans le bon sens. C'est sur cette note optimiste que je voudrais vous remercier encore d'avoir participé à ces échanges. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde et merci beaucoup à la Fondation Robert Schuman surtout. Merci à l'ICFR. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bien, Au revoir. Guten Au Abend. revoir, merci.